France Première. Avec un deuxième petit nouveau aujourd'hui dans cette émission, François Verhegen. Bonjour. Bonjour. Professeur de zoologie à l'Université de Liège. On a eu l'occasion de vous inviter cet été. C'est vrai qu'on adore vos histoires et régulièrement, vous allez venir nous raconter de belles histoires. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux loups dont la population s'agrandit en Belgique. Oui, tout à fait. C'était un petit peu mon angle d'attaque. Parce que je vais pas vous cacher que j'ai eu bien du mal à choisir le thème de ma chronique. Trop de choix, tu le choix. C'est un petit peu comme mes adolescentes quand elles vont à une petite fête et qu'elles savent pas quoi se mettre. Donc moi, j'étais devant mes sujets, la libido des pandas, le langage des éléphants ou la parentalité chez les insectes. Ah mais retenons tout ça. Oui, on peut les garder si vous voulez. Oui. Après, je peux revenir dessus. Mais donc, je suis tombé sur cette dépêche de la RTBF qui disait la population de loups en Belgique s'agrandit. Je me suis dit, c'est parfait. Parce que le loup, s'il y en a bien qui a une mauvaise réputation et qui est victime de tous ces contes et légendes, c'est lui. Et je me suis dit que j'allais en faire tomber quelques-unes, peut-être. J'espère que ça va servir à quelque chose, cette petite chronique. Donc, je vais sans doute faire tomber 3 ou 4 mythes ou légendes, ça va dépendre de si vous m'offrez 30 ou 40 minutes de chronique. On va voir. Mais donc, un petit rappel avant de faire tomber des légendes, c'est qu'en Belgique, on a récupéré des loups depuis 2016 qui occupent le territoire wallon. Alors, on est surtout dans les Hauts-de-Fagne, près de Malmedy, on est près de la frontière allemande. On a 3 meutes de loups. Et là, vous allez me dire, ça fait combien de loups ça fait combien de loups? Voilà, c'est ça. De loups. Ça fait combien de loups? Eh bien, écoutez, je sais pas. Plus sérieusement, je peux vous dire qu'une meute de loups, en fait, c'est très dynamique parce que c'est composé surtout d'une famille et de ses portées des 2-3 dernières années. Donc, typiquement, une dizaine de loups, par exemple. Mais à cela, on va rajouter tous les loups itinérants qui traversent le pays en quête d'un nouveau territoire. Et ceux-là, on en a compté une 40aine récemment, c'est-à-dire des loups qu'on a vus une fois et puis qu'on n'a plus jamais vus. Donc, on peut partir, parce qu'il faut y ajouter aussi la population qui est établie, la meute qui est établie en Flandre. Petite centaine de loups en Belgique quand même. Ouais. Ah oui. C'est cool. Alors on a quelques mythes quand même, quelques légendes à leur propos que j'avais envie de faire tomber et je vais pas oser vous dire, enfin vous demander ce que vous pensez, quels sont ces mythes qui vous viennent à l'esprit parce que j'ai pas envie de vous mettre mal à l'aise et j'ai envie de revenir. Donc, mais vous m'auriez peut-être parlé du mâle alpha. Le loup alpha, c'est un mythe à peu près vieux comme le monde. Le mâle alpha, on voit ce gros mâle puissant qui acquiert sa place dans une meute après des combats, après avoir démontré sa supériorité. C'est lui qui s'adjuge les femelles, la nourriture, etc. Et bien donc, ce principe de mâle alpha, c'est faux. Voilà, c'est faux. Et si vous y croyez, je vous pardonne parce qu'en fait, ce sont les scientifiques qui sont responsables de cette croyance. Et là, je vous envoie en 1947 avec un certain Rodolphe Schenkel. Alors, c'est un Suisse, il travaille à l'université de Bâle. Il s'intéresse au comportement des loups, mais à des loups en captivité. Et ça a tout son sens, évidemment. Ah oui. Il va consacrer ses recherches au comportement des loups et il va démontrer, il va faire des articles scientifiques, des études sérieuses pour conclure que finalement, en fait, ces loups acquièrent leur statut de mâle alpha suite à des confrontations, des systèmes de domination. Les seconds sont considérés, ils les appellent les loups bêta. Et je ferai aucun jeu de mots, évidemment, là-dessus. Mais voilà. Et donc, il y a une hiérarchie. Et il décrit donc tous ces violents combats, etc. Sauf que tout cela n'est applicable qu'à des loups qui vivent en captivité ou qu'on a forcé à vivre ensemble, qui ne se sont pas choisis et surtout qui n'ont pas de lien de parenté. Et en fait, c'est bien ça parce qu'il a fallu quelques années plus tard pour que les scientifiques, en travaillant sur des loups sauvages, se rendent compte qu'en fait, une meute, c'est une famille, c'est un couple qui s'est uni, qui a eu une portée, 2 portées, puis vers l'âge de 2 ans, on a les louveteaux qui partent et qui quittent pour créer leur propre meute. Et donc, le concept de mâle alpha chez les loups, il a été conservé parce qu'en fait, il est séduisant pour plein de gens, et ça a du succès auprès du public, et puis ça a même été exporté en dehors du champ de la zoologie, avec des applications dans la sociologie, dans la politique. On aime le mâle alpha. Là, c'est comme ça que j'appelle Véronique, donc vous savez. Je l'appelle mon petit mâle alpha. Mâle alpha de l'émission. Je crois que le mâle alpha, c'était surtout celui qui était le seul à pouvoir se reproduire. Bien, en fait, c'est le père de la meute. C'est le papa qui se reproduit avec la maman. Appelez-moi papa et je vous emmène tout de suite dans la Après, il faut accepter qu'il y a des confrontations, il y a des échanges musclés, comme il y en a parfois entre des parents et leurs enfants. C'est donc à un but éducatif qu'en fait ces confrontations ont lieu, pour rappeler que c'est moi le père, c'est moi le chef, et donc ces jeux sont surtout des outils pédagogiques. Donc ça, c'est le premier mythe dont je voulais vous parler. Le deuxième, c'est celui selon lequel les loups attaquent les humains.
Oui. Et là, on est gavé hein, dans les films pour enfants, la Reine des Neiges, La Belle et la Bête. Voilà. Les loups sont des dangers pour les humains. Pourtant, l'espèce, elle a fait son retour en Allemagne depuis bien plus longtemps qu'en Belgique. Hein. On parle de plus de 20 ans que le loup est réintroduit. On parle de 1500 loups en Allemagne. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'attaque de loup sur l'homme. Alors, je vais pas mentir, ça ne veut pas dire que ça n'arrive absolument jamais. Et j'ai justement découvert qu'au mois de juillet, il y a une fillette qui a été mordue par un gros chien près d'Utrecht aux Pays-Bas. Et les analyses ADN ont démontré que ce gros chien, c'était un loup. Mais la vérité, c'est qu'ils sont extrêmement craintifs. C'est qu'ils vous sentent et vous entendent venir bien avant que vous ne soyez dans leur ligne de vue. Et donc, effectivement, il y a un évitement de la part des loups. Il y a des facteurs qui vont aggraver le risque d'être confronté à un loup, comme on va éviter, par exemple, de laisser un enfant en promenade dans les Hauts-de-Fagne en pleine nuit. Donc, je prends cet exemple un peu absurde pour dire qu'en fait, il y a des facteurs de risque qui doivent être pris en compte et il faut apprendre à vivre avec le loup. Mais c'est accidentel, c'est pas intentionnel, quoi. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, les rares cas d'attaque de loups qui ont sur des hommes ont eu lieu dans des conditions particulières. Des loups qui étaient affamés, qui étaient trop proches de l'homme. J'ai un troisième mythe pour vous, c'est l'idée que le loup tue pour s'amuser. C'est ce que fait le chat, c'est ce que fait le renard. Hein, ils vont épuiser leur proie, ils vont jouer, c'est une forme d'apprentissage. Le loup ne fait pas du tout cela. Lui, c'est un peu un marathonien, c'est-à-dire qu'il ne va jamais accumuler de réserves de nourriture, de graisse. Il va au contraire se nourrir quand il en a besoin. Il va mettre à mort des animaux sans perdre d'énergie ou prendre de risques à jouer avec un animal potentiellement dangereux pour lui. Il va chasser le blaireau, le raton, le chevreuil, le cerf ou le sanglier. Mais il ne joue pas avec, il les met à mort et souvent revient régulièrement sur sa carcasse. Voilà, donc avec ces trois exemples, puisque j'ai bien compris que je n'aurais pas 40 minutes à passer avec vous, j'avais surtout envie de conclure sur le fait que le loup, il est protégé en Belgique, car il a de magnifiques fonctions de régulateur. Ses proies de prédilection sont des herbivores sauvages qui sont souvent hors de contrôle naturel puisqu'on a fait disparaître les prédateurs. Et en Belgique, il y a ces fortes pressions d'herbivores. Le loup va ainsi modifier les comportements de ses proies, va permettre ainsi à la végétation de se régénérer, aux forêts de se régénérer. Le loup a donc une fonction de régénération forestière. Il a un rôle sanitaire parce qu'il va s'attaquer aux plus faibles des herbivores et donc supprimer tous les malades. Et il a été prouvé que le loup va ainsi réduire les dispersion de maladies vers d'autres animaux, dont l'homme. Et donc je terminerai qu'en disant qu'en 2023, fin 2023, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, voulait abaisser le statut de protection du loup en Europe. Et je pense que c'est une très mauvaise idée. Je pense que la protection des loups en Europe n'est pas seulement une question d'importance écologique, mais c'est aussi le reflet de notre engagement en faveur de la biodiversité. Exactement, et c'est une jolie façon de conclure et d'admirer et d'apprendre à admirer et aimer les loups, évidemment. Vous disiez en antenne, mais vous allez le dire sur antenne aussi, à la queue leu, en fait, c'est à la queue loulou. À la queue loulou, c'est du vieux français, à la queue leu, parce qu'effectivement, les loups se déplacent à la queue leu, l'un à la suite de l'autre. J'aurais pu démonter le mythe comme quoi c'est le mâle alpha qui se met toujours devant, c'est un vieux mythe aussi. Ah non, c'est le plus vieux devant. On n'a pas nécessairement une organisation hiérarchique, mais à la queue leu. À la queue loulou. On va se lancer dans une petite farandole avec ça. Ça va être bien. Et une petite chanson, évidemment, pour terminer.